Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la gestion alternative avec cette question: quelle place pour la gestion alternative, notamment dans les portefeuilles en France? Franck Bielikoff est à mes côtés en plateau, associé fondateur et directeur général d'Elebor Capital. Franck, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, il y a une dizaine d'années de track record chez Elebor Capital, c'est ça? Exactement, on a fêté en février dernier les 10 ans de track de notre stratégie cœur d'arbitrage de dérivés de crédit. D'arbitrage de dérivés de crédit, on essaiera d'en dire un mot, mais justement, ça permet de poser un peu le sujet, parce que si on considère la gestion d'alternatifs comme une classe d'actifs, c'est une classe d'actifs qui est très vaste. Exactement. Qu'est-ce qui caractérise pour vous la gestion alternative, pour qu'on ait tous à peu près les mêmes paramètres en tête? Alors déjà, pour nous mettre en perspective de ce qu'on fait par rapport à cette gestion, j'ai envie de faire un parallèle avec... on est à l'industrie de la gestion, ce que les boulangers artisanaux sont à l'industrie du pain et de la viennoiserie. On est des artisans. Artisan 1, parce que c'est une société de gestion entrepreneuriale. Petite société, 11 personnes, capitaux exclusivement des partenaires initiaux, et on est aussi un artisan parce qu'on fait des produits très niches, très spécifiques et avec des encours très limités. Voilà, c'est la première chose. Alors après, effectivement, on appartient au grand monde de l'alternatif. Alors déjà, l'alternatif, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas traditionnel, c'est alternatif à la gestion traditionnelle. Très bonne définition. Donc vous en parliez en plateau tout à l'heure. Donc c'est effectivement les actifs risqués, long only, alors du monétaire, de l'obligataire et des actions. Cela étant, dans l'alternatif, vous avez plein de stratégies différentes. Alors, on va commencer par tout ce qui est... Alors, c'est le truc à la mode depuis quelques années maintenant, depuis les taux d'intérêt nuls ou voire négatifs, donc tout ce que sont les actifs privés, dette privée, private equity, et tout simplement parce que les investisseurs sont allés chercher de la prime, et la prime, elle vient de l'illiquidité. Voilà, c'est ce qu'on appelle la prime d'illiquidité. Alors, bon, on va voir comment, avec la hausse des taux, comment tout ça va se passer. Comment les choses évoluent. Le mur de la dette de refinancement ou à la sortie du private equity est plus compliqué. Il y a aussi là-dedans, il y a les actifs réels, l'immobilier pour faire court. Vous avez l'infrastructure, pas mal de choses, et puis vous avez la performance absolue. C'est ça. Alors la performance absolue, d'aucuns disent que c'est du hedge fund en fait. Alors le problème du hedge fund, c'est où est-ce qu'on en parle? Si je suis en France, les gens ont plutôt tendance à traduire hedge fund par fonds spéculatifs. Fonds spéculatifs, voilà. exactement. Alors que j'aime beaucoup nos amis québécois qui appellent ça fonds de couverture, parce que c'est quoi l'ADN de la performance absolue? C'est de délivrer une performance positive partout, temps de marché, dans tous les contextes de marché, donc régulière, avec des risques de perte en capital limités, ce qu'on appelle le drawdown, et une protection du capital. Voilà, c'était aussi simple que ça. Autant le dire, il y a une traduction, celle des Québécois, qui est assez fair et qui est assez littérale par rapport à la terminologie anglo-saxonne. Tout à fait. Et il y a une traduction qui est peut-être un peu plus connotée, celle française, de fonds spéculatifs. Qui embarque un certain nombre de gros mots derrière. Mais voilà. D'où cette question sur la place de la gestion alternative en France. Est-ce que cette gestion alternative, performance absolue, spécifiquement parlant peut-être, est-ce que vous estimez qu'elle a la place qu'elle mérite? Alors, je ne suis pas porte-parole de la gestion alternative, enfin de la performance absolue, parce qu'en gros, il y a 3000 fonds de hedge fund et qui gèrent grosso modo 3 trillions. Donc voilà, moi je peux effectivement considérer que par rapport à notre type de stratégie, c'est compliqué. Alors c'est aussi compliqué parce qu'il y a cette connotation hedge fund qui embarque un certain nombre de passifs, on va dire, par rapport à ce qui s'est passé par le passé. Et puis aussi des questions de format. Parce que vous savez qu'en Europe, dans la gestion, vous avez 2 formats, la directive UCITS et la directive AIFM. Donc nous, on a fait le choix. Alors le UCITS, c'est plutôt réservé aux institutionnels retail, les particuliers, avec des termes de liquidité qui sont plutôt quotidiens, voire hebdomadaires. Et tout le reste, AIFM, des règles de gestion un petit peu plus souples, des contraintes de risque plus souples et une liquidité un peu moindre. Nous, par exemple, on offre une liquidité mensuelle. Donc le fait est qu'effectivement, on se retrouve en Europe et notamment en France avec des investisseurs institutionnels pour qui l'AIF, le FIA, Fonds d'investissement alternatif, serait un débouché évident, ont plutôt tendance à avoir acheté la marque UCITS.
Parce que il y a historiquement une relation forte entre le marché français, y compris les instituts, et le UCITS. Oui, parce que ça embarque un certain nombre de garanties réelles ou supposées. Parce que malgré tout, on a vu que des UCITS, ça s'appelait encore des OPCVM à l'époque, mais dans la grande crise financière, il y a de très gros OPCVM monétaires qui ont fermé au rachat, donc on a appelé ça des Gates. Il y a quelques gros UCITS encore récemment qui ont eu des stratégies d'investissement un peu risquées, qui fait qu'ils ont montré des performances qui étaient très négatives. Voilà. Ouais. Alors après, donc ça protège pas de tout. Ça ne protège évidemment pas de tout. Donc, mais c'est quand même. Après, il y a un biais psychologique. Vous êtes investisseur dans un grand groupe, vous avez tendance à aller effectivement aller chercher ce que font faire les autres. Hein. Donc effectivement, alors que le UCITS effectivement a plein d'intérêts. Il y a des très bons gestionnaires du site, mais quelque part est moins innovant parce qu'ils vont essayer de suivre le benchmark plus que des gens comme nous qui vont faire des choses très très niches. Vous allez nous dire dans un instant, Ouais. mais est-ce qu'un des freins aussi, c'est le retour de taux positifs, de rendement 10 sans risque positif, jusqu'à du 5% pour du 2 ans américain. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que ça, pour un allocataire ou un institutionnel, ça limite l'envie d'aller chercher du risque parfois complexe dans de la gestion alternative? Là, je vous suis complètement. C'est la prime de complexité, effectivement. Notre premier concurrent va être le cash, quoi. Ouais, voilà, tout simplement, notamment en dollars. Mais et donc c'est plus effectivement, il y a des périodes où c'est plus compliqué parce que ce type de stratégie, comme je vous l'ai dit, elle délivre une performance régulière qui est pas nécessairement stratosphérique dans ces environnements parce qu'elle a besoin aussi d'un peu de volatilité pour extraire du gras finalement. Donc c'est un petit peu plus compliqué parce qu'effectivement, comme vous le dites, la prime de complexité pour aller sur ces stratégies-là, c'est pas évidente. Ça n'en vaut pas la peine. Ouais. Mais ça, c'est un temps de marché qui ne va pas durer. Nous, on se base aussi, alors je ne sais pas si on peut parler maintenant de ce qu'on a fait. Ah bah il faut maintenant, voilà. Bien sûr. Nous, avec 10 ans de track record, on a effectivement délivré à nos investisseurs plus de 125% de performance depuis l'origine. Toutes les années ont été positives, et évidemment pendant la crise du Covid. Une performance annuelle de 8,5% au-dessus du taux sans risque. Au-dessus du taux sans risque. Là, si les taux sans risque augmentent, moi je suis censé délivrer une performance benchmarkée par rapport à ce taux sans risque. Avec effectivement ce qu'on appelle des drawdowns, donc c'est ce qu'on va mesurer par la baisse du pic au creux. Voilà, le Sharpe ratio qui est environ de 2 et la protection contre les pertes en capital qui naît déjà du fait que nous sommes les premiers investisseurs de tous nos fonds. Ce qui n'est pas le cas j'ai connu par le passé des moments de marché où il y avait privatisation des gains et mutualisation des pertes. Voilà, donc skin in the game, comme disent les anglo-saxons, c'est quand même une garantie effectivement de sérieux de ce point de vue-là. Qu'est-ce que vous apportez justement là, la stratégie d'arbitrage de dérivés de crédit? Comment vous la vendez? Qu'est-ce qu'elle apporte à un allocataire ou un investisseur aujourd'hui dans les multi-stratégies ou les multi-classes d'actifs dans lesquelles il est investi? On apporte déjà le fait de traiter quelque chose de très particulier, ce qu'on appelle un arbitrage parfait. Parce que le monde de la gestion alternative ou de la performance absolue gère beaucoup de ce qu'on appelle de l'arbitrage, mais il est généralement statistique. Donc on a vu par le passé des arbitrages statistiques qui pouvaient mal se passer. Oui. Voilà. Nous, c'est un arbitrage parfait. C'est un instrument assez simple, un dérivé de crédit, un indice de dérivé de crédit qu'on va répliquer par l'ensemble de ses constituants. Donc on a pas de risque de crédit, absolument pas de risque de crédit dans le portefeuille. Donc, de facto, on n'a pas d'analyse crédit. J'ai pas, comme vous avez dit sur le plateau précédemment, de vue macro, micro. Tout ce que je peux dire, c'est que nous, on est en moyenne de cycle, capable de délivrer une performance telle que je l'ai décrite, un objectif de taux sans risque plus, alors disons 6%, avec des risques effectivement de drawdown très limités et avec en plus l'espérance de pouvoir augmenter significativement la profitabilité de mon investissement dans des périodes de stress. Parce que moi, c'est un marché où il me faut des histoires de crédit, il faut que des histoires de crédit se passent sur les marchés. Il faut qu'il y ait de la volatilité sur les marchés de crédit, de la dispersion, de la volatilité pour effectivement que les investisseurs soient beaucoup plus actifs sur à la fois les indices et à la fois leurs constituants, puisque les constituants sont utilisés par des investisseurs obligataires pour couvrir une certaine partie de leur portefeuille sur un secteur particulier. Voilà. Comment vous regardez les
paramètres de marché aujourd'hui par rapport à cette stratégie historique d'Elebor Capital? Est-ce que les paramètres du moment sont bons, très bons pour vous, moyens, médiocres? Ils sont moyens. Alors, comme j'ai vu sur le plateau précédent, effectivement, on sort d'une période, en fait, effectivement, de hausse des actifs sans risque, où les gens étaient moins actifs sur cette patte CDS de protection. Ouais. Parce qu'un CDS, c'est une assurance. Voilà. Donc vous achetez... Assurance contre le risque de défaut d'un émetteur. C'est une assurance que vous achetez, elle n'est pas obligatoire, bien entendu. Donc vous l'achetez quand vous pensez qu'il va y avoir un peu plus de risque, ou vous agissez sur les indices pour prendre du risque de manière diversifiée. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, le moindre choc macro ou micro va faire que de toute façon, cet actif qu'on traite, parce qu'en fait ce que j'appelle un actif, c'est de la base, c'est la différence de prix entre l'indice et ses constituants. Ouais. Et donc cette base, elle varie dans le temps, elle a des effets de retour à la moyenne très forts, mais elle bouge effectivement en fonction du fait que des investisseurs vont traiter massivement les indices ou vont se reporter sur les constituants. Sur les dérivés. Voilà. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc là, vous dites, c'est des paramètres... On a appris, c'est un métier, mes associés, en fait, pour tout vous dire, on a, avant de faire le fonds, mes associés, mes portfolio managers ont traité cet actif pendant 10 ans. Donc on a eu le temps long pour apprendre à être patient, pour connaître des contextes de marché différents. Très différents, et pour savoir que de toute façon, à un moment ou à un autre, la volatilité va revenir et va nous donner des opportunités évidentes. Voilà. Donc, et le track le démontre, puisque effectivement, je pense que ce type de performance sur le long terme est assez rare. Vous disiez, je reprends l'image artisanale, niche, une expertise très forte, on n'est pas là pour faire du généraliste. Est-ce qu'au bout de 10 ans, on reste sur une stratégie ou une mono-stratégie d'arbitrage de dérivés de crédit, ou est-ce qu'il y a quand même l'idée d'apporter d'autres briques d'expertise au marché? Alors, comme déjà on a une infrastructure très riche en termes d'informatique, c'est un marché de dérivés de gré à gré, qu'il faut être capable de traiter en temps réel. On a beaucoup investi sur le 11 personnes, j'ai 4 informaticiens, plus mes partenaires qui sont eux-mêmes des ingénieurs. C'est une boîte de tech. C'est une boîte de tech avec une fintech à côté. Donc on s'est dit à un moment, effectivement, y a-t-il des stratégies niches comparables qui traitent des produits assez similaires en termes de profil de risque? On en a trouvé une. On a lancé il y a un an une stratégie sur les swaps de volatilité. Ça s'appelle Equity Dispersion. C'est de l'arbitrage, même logique, la dispersion. Voilà. Donc j'ai un indice, mais cette fois c'est de l'indice action contre un certain nombre. C'est pas tous les constituants, un certain nombre de constituants. Et je vais jouer pendant les périodes d'annonce de résultats, effectivement, de l'accroissement de la dispersion sur certains noms. Donc on essaye effectivement, tout en restant niche. L'objet pour nous, notre modèle économique, c'est de faire de la performance. Donc c'est pas de faire des encours. J'entends. Faire grossir nos encours à 1 milliard. Ça peut même se faire au détriment de la performance. Ça se fait évidemment au détriment de la performance. Merci beaucoup Franck. Merci de nous avoir plongé au cœur de la gestion alternative, des stratégies de performance absolue et notamment de l'arbitrage de dérivés de crédit. La spécialité d'Elebor Capital. Franck Bielikoff était avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.